Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été marquée par l'intégration du facteur Trump par les marchés et d'un leadership trumpiste dominant, potentiellement dominant au Congrès. On attend encore les derniers sièges de la Chambre des représentants, mais tout va dans le sens d'une victoire républicaine qui permettrait aux républicains de conserver cette Chambre des représentants après avoir remporté également le Sénat. Bilan d'une semaine qui aura été assez tranché sur les marchés avec des actifs américains qui semblent avoir tout aspiré de leur côté, en tout cas quand on regarde la partie action, le bilan de la semaine est sans appel. Les actions américaines ont progressé de 4-5% sur l'ensemble de la semaine et même encore plus pour les petites capitalisations boursières américaines. Quand on a un bilan à peine positif côté émergent et largement négatif pour les actions européennes. Grand écart donc en matière de réaction de marché sur les marchés boursiers. Pour le reste, on voit quand même que le marché prend le temps peut-être de réfléchir à ce que va être l'agenda et l'implémentation de l'agenda Trump à partir de janvier 2025. On a vu par exemple la correction du marché obligataire qui a été intensifiée par le résultat de l'élection se calmer un petit peu en fin de semaine avec des taux qui reviennent autour de 4,30 pour le 10 ans américain. Vous aurez plus de détails dans un instant avec Pauline Gratel du côté de la Réserve fédérale américaine. Peut-être d'ailleurs que le message de Jérôme Powell a permis de ramener un peu de froideur ou de calme dans ces marchés. La Fed de Jérôme Powell qui ne veut pas spéculer sur la suite en attendant d'y voir plus clair effectivement sur l'application de tout ou partie du programme Trump. Pour l'instant, la Fed reste droite dans ses bottes avec une baisse de taux délivrée à l'occasion du meeting de cette semaine, 25 points de base, et une baisse de taux toujours possible à l'occasion du meeting de décembre. Voilà donc pour le paysage de cette fin de semaine. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché, bien sûr, dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, nous avons rendez-vous avec l'industrie des ETF. L'observatoire ETF de Yomoni nous apportera les dernières tendances sur la gestion passive au cours du mois écoulé. Et c'est Olivier Malteste, pardonnez-moi, le directeur des investissements de Yomoni, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le bilan de cette semaine donc mouvementé sur les marchés. Commençons avec les marchés européens qui évoluent en repli pour cette dernière séance de la semaine. Oui, en France plus précisément, le CAC 40 est lesté par les valeurs du luxe. Kering et Lanterne Rouge et perd plus de 7%, Hermès cède 4% et LVMH un peu plus de 3%. Par ailleurs, Richemont déçoit en publiant ses comptes avec un bénéfice net en chute de 20% au premier semestre. Des valeurs du luxe elles-mêmes plombées par les annonces de Pékin sur la relance de l'économie chinoise, jugées trop faibles par les investisseurs. Au global, les actions européennes signent un bilan négatif cette semaine avec un Eurostoxx 50 en repli de 1,5%. Pékin qui continue sa stratégie d'annonce entamée le 24 septembre dernier à l'issue de la réunion cette semaine du comité permanent de l'Assemblée nationale chinoise qui a débouché sur quel résultat, Pauline ? Le Parlement chinois annonce une augmentation du plafond de la dette des collectivités locales de 6 000 milliards de yuan pour soutenir l'investissement dans l'économie réelle et le marché immobilier. En revanche, la Chine n'a pas annoncé de mesures pour soutenir la consommation intérieure dans un contexte où Donald Trump a été élu président et qu'il menace de taxer les produits chinois jusqu'à 60%. Le marché en attendait plus. Les indices chinois bouclent néanmoins une semaine positive. Du côté des décisions de politique monétaire, plusieurs baisses de taux ont été délivrées cette semaine, que ce soit par la Banque centrale suédoise, la Banque d'Angleterre ou encore la Réserve fédérale de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui assure que pour l'instant, l'élection de Donald Trump n'a pas d'impact sur la fonction de réaction de la Banque centrale américaine. Oui, c'était à l'occasion de l'annonce de la baisse des taux de la Fed de 25 points de base, ramenant ainsi le taux directeur de 5 à 4,75%. Jérôme Powell ne s'est pas prononcé sur une prochaine baisse des taux en décembre. Elle n'est pas garantie et elle n'est pas exclue non plus. Le président de la Fed a mis en avant la robustesse de l'économie américaine et a estimé que
que l'élection de Trump n'aurait pas de conséquences à court terme. Du côté des marchés actions américains, je le disais, on est toujours dans une forme d'exceptionnalisme, puisque les actions américaines ont littéralement flambé cette semaine. Oui, les indices américains sont en passe de boucler leur meilleure semaine de l'année avec une envolée notamment des petites capitalisations. Le Russell 2000 gagne 8% sur la semaine, le Nasdaq plus de 5% et le S&P 500 plus de 4%. Que peut-on dire des mouvements du jour sur le marché obligataire, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans se détend et tourne autour de 4,30%, soit son niveau de début de semaine. Le rendement à 2 ans, lui, s'établit à environ 4,20%. En Europe, le rendement de l'obligation allemande à 10 ans se situe autour de 2,40%. Le dollar se stabilise et l'euro-dollar est autour de 1,0750. Quelques publications d'entreprises encore. On peut dire un mot notamment des résultats de JCDecaux avec une lourde sanction pour le titre JCDecaux à l'arrivée. Oui, le titre est lanterne rouge du SRD et plonge de plus de 10% aujourd'hui, et ce, malgré une hausse de ses ventes organiques de 11%. Problème, la croissance va ralentir pour la fin d'année à cause de la faible demande chinoise notamment. Le titre est au plus bas depuis 1 an. Que se passera-t-il la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance de l'inflation américaine du mois d'octobre. En Europe, les deuxièmes estimations d'inflation allemande et française pour le mois d'octobre sont attendues. La deuxième estimation du PIB du troisième trimestre de la zone euro est également attendue. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Delorme est avec nous ce soir, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Florian Yelpo est avec nous également, responsable macro chez Lombardier. Bonsoir Florian. Bonsoir. Et Olivier Ringard nous accompagne également, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bon, on a à peu près 72 heures de recul sur la manière dont le marché a intégré le facteur Trump, la victoire à la Maison-Blanche et la victoire sans doute probable, en tout cas, de l'ensemble du Congrès, Sénat et Chambre des représentants. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 72 heures et de ce que le marché a intégré de l'agenda Trump qui pourrait être mis en place à partir de janvier 2025 ? Olivier. Je pense que le marché a assez bien intégré l'agenda Trump, que nous analysons de la manière suivante. On voit 5 piliers à la politique de Trump: la politique fiscale, la politique commerciale, la politique migratoire, la politique de réglementation et évidemment la politique étrangère. Sur la politique fiscale, le plan est de baisser le taux d'imposition sur les entreprises, ce qui est positif pour les bénéfices des entreprises américaines, pour la croissance économique américaine, et ce qui posera plus tard la question du financement du déficit budgétaire américain. Sur le plan de la politique migratoire, le durcissement de la politique migratoire va probablement déséquilibrer quelque peu le marché de l'emploi américain, potentiellement alimenter l'inflation salariale et posera la question à moyen terme de ses conséquences sur la croissance potentielle économique américaine. Sur le plan de la politique de réglementation, c'est un grand mouvement de déréglementation qui est a priori très positif pour la croissance économique américaine à court terme, qui pose le risque à moyen long terme de créer des excès. Si on regarde la politique étrangère, c'est plutôt de l'isolationnisme qui est en train de se mettre en place. Donc quand on essaie de synthétiser tout cela, on ajoute évidemment la politique commerciale que j'étais en train d'oublier, qui est plutôt une arme de négociation avec l'Europe et une arme de confrontation avec la Chine. C'est source d'inflation. Donc si on essaie de synthétiser, on a un peu plus de croissance aux États-Unis pour les trimestres, voire les années à venir, potentiellement un peu plus d'inflation et vraisemblablement une banque centrale américaine qui sera forcée de baisser moins les taux que ce qui était anticipé par le marché d'ici à la fin de l'année 2025. Donc, positif corporate américain. Donc, un marché américain qui surperforme et des questions pour le reste du monde, d'où une sous-performance du reste du monde. Mais juste sur le plan strictement américain, vous l'avez répété, il y a beaucoup de facteurs positifs dans la doctrine Trump à court terme. À court terme. Qui peuvent devenir peut-être des inquiétudes, des incertitudes à minima, voire des problèmes à moyen terme.
il y a l'idée de quelque chose d'un peu violent, un peu booming à court terme, et quelque chose qui pourrait être un peu moins... Non, mais sans préjuger de ce qui se passera, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. C'est à court terme, c'est positif. D'accord. À moyen terme, ça peut poser des questions. D'accord. Après, il va falloir voir de quelle manière sera exécuté le plan Trump, jusqu'où il ira, par qui sera-t-il entouré, quel secrétaire au Trésor, par exemple. Donc, tout encore un tas d'inconnus que l'on va évidemment découvrir au cours de ces prochaines semaines. Même si on a l'impression que par rapport aux équipes de Trump 2016, on a l'impression que l'entourage est beaucoup plus loyaliste, peut-être, que ce qui avait pu être le cas de son administration en 2016. Oui, c'est en tout cas un mantra qui répète. Et potentiellement plus idéologique également, ce qui poserait évidemment la question de savoir si ça ne se fera pas au détriment de la croissance économique américaine. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour prononcer sur cette question. Florian, les premiers enseignements de ces 72 heures de marché avec le retour de Donald Trump et une véritable vague rouge, au-delà même peut-être de ce qu'on pouvait imaginer dans le cas d'une vague républicaine. Une vague rouge qui vient avec une vague verte. En tout cas, du côté des actifs américains. Ah oui, bien sûr, j'y étais pas, pardon. Oui. Ah oui. Non, rouge, parce que rouge républicain. Oui, bien sûr. Non, oui. C'est quoi? C'est la version pastèque américaine, quoi. C'est rouge républicain et vert sur les marchés. D'accord, ok. J'achète. Disons que la façon qu'on a de voir les choses, elle est assez simple, c'est de dire ce America First, c'est un peu l'angle qu'on va retenir de ce nouveau mandat de 4 ans. Il vient avec une certitude et une incertitude principale. La certitude, c'est on va faire du porteur d'action américaine le porte-étendard du succès de la politique de Donald Trump. C'est très positif pour les actions américaines, normalement, toutes choses égales par ailleurs, sur le plan en tout cas. Côté incertitude, c'est à quel point ce succès va se construire sur un succès collectif ou sur le succès des États-Unis uniquement. La question, c'est finalement, quelle est l'incertitude, elle vient quel est le dommage que ces politiques vont générer du côté des pays émergents et du côté de l'Europe principalement, qui sont des grandes parts de nos portefeuilles aujourd'hui diversifiés. Mais c'est pas tout. Si vous êtes américain et que vous êtes investi dans les marchés américains, oui, les porteurs d'actions sont récompensés, mais les porteurs d'obligations pourraient être punis. Ils pourraient être punis pour deux choses. En 2016, quand il est élu, on commence à voir monter une vague d'inflation que la Banque centrale a tenté de réguler. Cette problématique de l'inflation, elle va venir très naturellement, vous le disiez, ça va être la première de ces problématiques. Mais c'est pas tout, parce que l'accumulation de cette dette, rappelons-nous l'expérience Reagan, qui ressemble quand même furieusement à beaucoup d'égards à ce qu'on observe aujourd'hui. Reagan est nourri avec l'idée d'Arthur Laffer qu'on peut baisser les taux et collecter autant de recettes fiscales. Bon, force était de constater que ce n'était pas le cas. L'administration Reagan augmente la dette américaine de quelques 15 points de pourcentage de PIB, enchaîne des déficits entre 3 et 6%. Si on est à nouveau confronté à ça, la réaction des taux à l'époque, les taux réels progressent de 8% pendant l'administration Reagan. Donc alors là, évidemment, j'agite quelque chose. Le banquier central qu'il avait en face de lui et pas Jérôme Powell. Jérôme Powell est un réaliste, un modéré, ce n'est pas Paul Volcker. Mais voilà, l'incertitude, on la pense souvent US versus reste du monde, mais elle est aussi à l'intérieur des actifs US. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être porteur d'obligations aujourd'hui dans un monde où l'épargne s'assèche, on a besoin de financement externe? Si on est américain, on a besoin de financement externe et le reste du monde est un petit peu frileux vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Voilà, la progression des yields, évidemment, c'est de la performance obligataire à long terme. Mais sur le chemin de la performance obligataire, rappelez-vous 2022, la douleur peut venir avant la performance. L'idée des baisses d'impôts, c'est intéressant, mais vous dites à un moment, oui, la courbe de l'affaire, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, à un moment, l'effet marginal de baisse d'impôts supplémentaires partant déjà d'un taux d'imposition relativement bas, beaucoup plus bas que le reste du monde, vous dites, ça ne peut pas permettre non plus d'imaginer un 1 pour 1 pour les recettes fiscales, par exemple. Alors évidemment, c'est la politique tarifaire qui est devenir à la rescousse, c'est-à-dire ce sont les taxes sur les importations qui devraient financer en partie ce qu'on va ramener sur les pertes qu'on va faire sur le manque à gagner côté point clé, je pense, dans la négociation à Washington autour des questions budgétaires. De plus en plus, Trump vend les tarifs
comme une source de revenus pour financer ces baisses d'impôts et faire passer peut-être la pilule à certains républicains qui seraient un peu trop conservateurs budgétaires, pour dire les choses. C'est une politique républicaine classique. C'est pas quelque chose de nouveau du tout. On l'a vu dans l'histoire. On l'a essayé. Baisser les impôts. De baisser les corporate tax. Oui, ça d'accord. De faire croire aux gens que on va y arriver sans aggraver le déficit. J'allais dire, voilà, parce que les modèles nous disent Trump, s'il fait tout, c'est 2% de déficit en plus chaque année. Donc ça, c'est un peu moins républicain traditionnel quand même. Encore une fois, c'est la politique de Reagan, qui était un candidat républicain bercé de matinées d'idées relativement conservatrices et libérales. L'autre élément, il faut bien comprendre la différence entre le fait de lancer un plan de relance où on va dépenser de l'argent dans un plan de relance qui va être un one-off, qui va être une occasion unique de le faire, et un cadeau fiscal tel que ce qui se profile, qui est très difficile sur lequel il est très difficile de revenir. Donc on est en train de dégrader les finances de l'État américain de façon permanente. Et la question pour moi, c'est comment le marché va traiter cette question-là. Quel est le prix de cette dégradation espérée ? Bon, on a vu une petite répétition sur la journée, effectivement, de l'annonce des résultats. On a vu jusqu'à 4,50 peut-être, c'est ça, sur le 10 ans américain. Ça s'est un peu tempéré en fin de semaine avec un 10 ans revenu autour de 4,30. Comment on réfléchit à cet agenda Trump du point de vue des marchés et du point de vue de M&G Investments aujourd'hui, Florent ? Donc effectivement, l'élection de Trump, c'est la confirmation que la tendance enclenchée à l'occasion de son premier mandat en termes de politique économique, tendance d'ailleurs prolongée par les démocrates, se confirme et va s'amplifier. Donc c'est quoi cette tendance ? On l'a dit autour de cette table, c'est cette idée de relancer fortement l'économie américaine, d'avoir recours massivement au déficit budgétaire, à l'endettement, avec pour idée de réindustrialiser le pays, de maintenir le leadership sur des secteurs clés, en particulier la technologie, le militaire, avec en toile de fond, effectivement, la rivalité avec la Chine, qui est l'obsession numéro un de la classe politique américaine, et qui, de ce point de vue-là, est en phase avec la demande électorale qui là aussi se rejoint sur l'idée de faire revenir les usines aux États-Unis. Donc finalement, d'un point de vue, il y a une convergence entre la réflexion de la classe politique sur le maintien de la puissance américaine et puis la demande électorale de plus de sécurité en termes d'emploi et de retour de l'industrie. Donc cette tendance qui est amorcée déjà depuis longtemps, que les démocrates avaient prolongée, elle va être amplifiée avec effectivement, comme ça a été dit, néanmoins, la question du financement. Oui. Dont on peut débattre dès aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, ça peut être déjà quand même un questionnement pour le marché assez vite. Puisque finalement, la ligne est assez claire. On aura plus de croissance, vu la stimulation qui va être déployée. Et d'ailleurs, on a vu à quel point la dépense publique ces dernières années avait contribué fortement à la croissance américaine. Et ça explique en partie pourquoi, dans un contexte de remontée de taux, on avait encore une telle croissance aux États-Unis, parce que l'argent mis sur la table par les pouvoirs publics compensait en partie le retour à une certaine orthodoxie monétaire. On aura donc de la croissance, mais forcément plus d'inflation, pour les raisons qui ont été décrites, moins d'immigration de travail, plus de protectionnisme avec des taxes douanières, et puis la stimulation de l'économie crée de l'inflation. Donc on a un schéma assez clair, plus de croissance, plus d'inflation. Et c'est là que les difficultés apparaissent, que déjà l'électorat de Trump, lui, a compris plus de croissance, mais sans inflation. Ah, oui. Donc il y a un premier malentendu. Il entend surtout Trump dire, je vais ramener, Biden n'a pas fait le job sur l'inflation, je vous ai entendu, je vais vous ramener les prix à 2019. Voilà, donc ça c'est quand même le premier malentendu sur lequel la politique de Trump peut se fracasser assez rapidement, vite. Assez rapidement, sur un horizon 24 mois. Et ça implique une dilution extrême de l'agenda Trump tel qu'il a été littéralement décrit et proclamé tout au long de la campagne. Ça implique effectivement qu'il n'aura peut-être pas les moyens d'aller au bout de sa logique. Si l'inflation est son indicateur clé de performance, il aime bien les indicateurs simples, Trump. Il a vendu la fin de l'inflation, il va vendre le plein emploi et il vendra le Dow Jones au plus haut.
En tout cas, l'inflation, c'est l'indicateur de son électorat. Donc, sauf à effectivement s'engager dans une politique de revalorisation des salaires au rythme de l'inflation, mais ça s'appelle une boucle prix-salaire, qui entraîne encore plus d'inflation. On est vraiment dans des régimes keynésiens dont on ne sait jamais où ils s'arrêtent. On a un premier obstacle. Et le deuxième obstacle, ça a été dit, c'est que forcément le marché ajustera le niveau des taux de marché. Et ça va évidemment poser problème pour le financement de l'État américain et le financement de ses déficits. À un moment donné, compte tenu des niveaux d'endettement actuels, le niveau des taux d'intérêt de marché viendra mettre un deuxième frein. Donc, il y aura deux freins. Il y a le frein de la base électorale qui va avoir le sentiment d'avoir mal compris quelque chose, et puis les marchés qui constitueront un deuxième frein. Alors là, à cet instant-là, il y a deux options. C'est soit effectivement Trump renonce en partie, comme d'ailleurs il l'avait déjà fait lors de son premier mandat, où une grande partie de ce qui avait été annoncé n'avait pas été fait, alors aussi parce qu'il était limité par le Congrès, mais bon, soit il modère, il tempère, il fait un entre-deux, ou soit autre option, on s'engage, mais il faudra avoir le soutien de la Réserve fédérale, soit d'elle-même, ou soit parce que, d'une manière qui à ce stade me semble improbable, mais disons, il a l'aide de la Réserve fédérale qui s'engage dans un contrôle de la courbe des taux. Donc, on relance des quantitative easing sur toutes les maturités de la courbe pour maintenir des taux réels très négatifs. Donc, inflation forte, mais taux beaucoup plus bas. Donc, on force le marché à... Voilà, disons que c'est plutôt la Réserve fédérale qui finance massivement, mais auquel cas on sait très bien que ça accélère encore l'inflation. Donc, dans un régime comme ça, on prolonge un peu le financement, sans difficulté, c'est sûr, par la Réserve fédérale, mais l'électorat est toujours aussi mécontent, et puis le dollar finit peut-être par s'affaiblir au-delà du nécessaire. Donc c'est vrai qu'on voit pas la cohérence du projet d'ensemble, en fait. C'est ça la limite. Donc le marché, comme tu l'as indiqué, pour l'instant, il a une vision très court terme. À horizon 12-24 mois, on devrait avoir plus de croissance, une inflation qui restera à ce stade encore modérée. Donc on prend ce qu'il y a à prendre, le surcroît de bénéfices. Mais la cohérence du projet d'ensemble dans la durée, on la voit moins, sauf à effectivement clairement dire qu'on rentre dans une économie de guerre économique, voire plus. Donc, ils sont clairement des régimes, certes de croissance, mais d'inflation très très forte. Et ça ne plaît pas toujours aux populations, mais ce n'est pas présenté comme ça en ce sens. Donc voilà, ça reste effectivement sujet à de nombreuses questions, parce que le projet n'est pas bouclé. Non, c'est ça. Le bouclage du projet n'est pas cohérent. Voilà. Notamment sur la question de l'inflation, qui a été sans doute un point clé quand même de la décision électorale du 5 novembre. Ça implique, ou en tout cas ça soulève la question de la relation entre la Fed et la Maison-Blanche de Trump et la Fed de Jérôme Powell à nouveau. Et oui, bien sûr. Dernière phrase pour être complet. En réalité, la seule chose qui pourrait permettre d'ajuster la dernière pièce et de rendre tout ça cohérent, ce serait une productivité exceptionnelle. Donc, vraiment cette relance réussie au-delà des espoirs. L'argent mis sur la table provoque une innovation incroyable, un leadership technologique américain, une productivité très largement supérieure à ce qu'on observe dans le reste du monde. Et là, on arrive à boucler le remboursement des dettes. Voilà. Mais pas facile de mettre la dernière pièce. Je m'arrête là. Olivier, je pense que sur cette dynamique-là, je partage ce qui a été dit. Modulo l'impact de la déréglementation sur effectivement le fonctionnement de l'économie américaine et sur son potentiel productif. Il sera intéressant de voir si il y a une diffusion de l'IA extrêmement rapide au cours de ces prochains trimestres dans l'économie américaine et dans les entreprises américaines, qui permettrait justement d'améliorer la productivité américaine. Mais sinon, compenser donc tous les facteurs type contrôle de l'immigration, renversement des flux d'immigration, etc. Compense. Potentiellement, mais là on est quand même dans la spéculation. Oui, il est un peu très trop théorique. On est dans la spéculation, on est dans le cadre théorique. Sur la relation Fed-agenda Trump, Powell, déjà ils se connaissent, ils ont vécu ensemble une première fois. Non, mais ils gardent la tête froide là. Powell, il fallait délivrer la baisse de taux de 25 points de base hier.
Est-ce que la perspective qu'on peut avoir de la course de l'économie américaine les prochains mois donne encore des arguments potentiels pour à nouveau un mouvement en décembre ? Et combien de temps ça continue comme ça ? Combien de temps le rationnel, la course de l'économie américaine et la logique de désinflation permet à la Fed de Powell d'avancer sur son agenda à lui, qui est quand même de neutraliser, ou en tout cas de neutraliser en partie au moins la politique monétaire ? Tant qu'on n'a pas de bonne compréhension de ce que va faire Trump, la Banque centrale américaine restera sur son schéma. Elle l'a dit assez clairement hier, de telle manière qu'elle va probablement baisser ses taux au mois de décembre et au cours du premier trimestre de l'année 2025. D'autant plus que le marché de l'emploi, même s'il reste relativement robuste, s'est détérioré au cours de ces derniers mois, assez sensiblement ralenti. On avait une mauvaise statistique au mois d'octobre qui s'expliquait par des facteurs exogènes, mais on a quand même un marché de l'emploi qui ralentit. Donc la Banque centrale américaine a toutes les raisons de poursuivre son mouvement d'assouplissement monétaire. Une fois qu'elle aura des éléments tangibles de politique économique de l'administration Trump, elle se posera évidemment la question de ses répercussions sur les métriques de croissance, d'inflation et de marché de l'emploi, et elle pensera à ce moment-là à ajuster sa politique monétaire. Mais et ajuster, ça peut vouloir dire quoi dans ce contexte-là ? Si vous êtes dans un mouvement, dans un environnement où la croissance est un peu plus forte que prévu, avec une inflation qui ne reflue plus, et un marché de l'emploi qui reste assez tendu, et d'autant plus tendu qu'il y aurait un durcissement de la politique migratoire américaine, alors ça signifie qu'on arrête de baisser les taux. Mais le marché est déjà en train d'anticiper ça, puisque le marché considère qu'à la fin de l'année 2025, le taux Fed Funds sera plutôt autour de 4%. Ah ouais. Donc cette réflexion, elle est déjà intégrée par une partie des investisseurs. Ah ouais. Florian, oui, sur ces considérations de politique monétaire, est-ce que ça peut s'arrêter à la Fed arrête de baisser les taux, ou est-ce qu'on peut imaginer un renversement des décisions du 18 septembre et du 7 novembre ? Déjà, on est dans un environnement où on a déjà plus de croissance qu'on ne pensait en avoir. On a aussi une inflation plus visqueuse qu'on espérait, qu'on ne l'espérait. Et nous, dans des indicateurs qui nous servent au suivi des pressions inflationnistes, on a clairement des signaux que les US viennent de basculer dans un monde de reflation. C'est-à-dire que on ne s'attend pas à avoir une inflation qui va atteindre 5% d'un matin, mais on pourrait enchaîner des surprises positives comme on a déjà commencé à les enchaîner sur les 2 derniers rapports des prix à la consommation. On est déjà dans cet environnement-là. Ouais. La Fed marche un peu sur des œufs, parce que la Fed, elle n'est pas en train de stimuler l'activité économique en ce moment. Elle est en train d'opérer une recalibration de sa politique. C'est-à-dire qu'on a des taux qui sont très élevés par rapport à l'inflation elle-même. Donc ça pèse sur l'économie en général et plus particulièrement sur les entreprises. Et on est en train de recalibrer ça pour se rapprocher d'un point neutre. Alors où est le point neutre ? C'est la difficulté. Est-ce qu'on est à 3,5 ? Est-ce qu'on est à 4 ? C'est la question. Mais pour le moment, tout ce que fait la Fed, c'est revenir vers une politique monétaire neutre. Ce n'était pas le cas en 2016. Non. D'accord. Vraiment, très clairement. On n'en est pas là. Donc, si elle s'arrête à 4, elle est déjà en train... Enfin, disons, elle pourrait atteindre un espèce de point neutre qui ne serait pas nécessairement négatif globalement pour l'économie américaine. Maintenant, le gros avantage, c'est que si elle ralentit ses baisses de taux, ce qu'on est en train de pricer en ce moment, le reste du monde accélère les baisses de taux, elle permet au dollar de continuer à progresser. En relatif, ça reste positif dollar. Et du coup, c'est peut-être le chaînon manquant, justement, qui expliquerait la cohérence de tout le projet Trump. Alors, même si lui dit qu'il voudrait affaiblir le dollar, mais en tout cas, ce dollar plus fort, il permettrait justement de ralentir les pressions inflationnistes externes. Il permettrait d'absorber une partie des taxes, en tout cas de limiter l'impact des taxes à l'importation pour le consommateur américain. Il y a plein de choses dans ce dollar qui pourraient aider à lisser le choc de l'administration Trump vis-à-vis notamment du consommateur américain, parce que c'est lui qui l'a élu sur un projet qui est quand même un projet de modération de l'inflation. Ouais. C'est un plan, je pense que c'est un scénario difficile à atteindre, comme le soft landing, c'est difficile à atteindre, mais c'est un chemin de crête intéressant à considérer. Et justement, là, sur le rythme, le tempo du cycle de baisse de taux, si la Fed à un moment doit ralentir son rythme,
qu'est-ce que ça implique pour les autres? Enfin, je veux dire, face au risque Trump pour l'Europe notamment, est-ce qu'on peut avoir des banques centrales comme la Banque Centrale Européenne qui iraient plus vite de leur côté, enfin, créer un écart grandissant, plus fort que ce qu'on imaginait peut-être il y a encore quelques semaines? On y est déjà. On est déjà dans cette configuration-là. On est déjà dans une reflation américaine et on est déjà dans une Europe. Mais la BCE n'a pas franchement accéléré pour l'instant. Non, mais elle a pris de l'avance. Elle est passée d'un meeting sur deux à chaque meeting. Okay. Elle a pris de l'avance et elle pourrait continuer à maintenir cette avance. En continuant le rythme aujourd'hui attendu et avec la Fed qui délivrerait 2 baisses de taux l'an prochain, on serait dans cette mouture-là. C'est-à-dire, encore une fois, un dollar robuste, et ce dollar robuste qui serait le vecteur de la désinflation américaine davantage que la politique monétaire elle-même ou la politique fiscale. Ouais. Il faut qu'on parle de l'autre nouvelle de la semaine, sur le plan politique également, avec des implications sans doute importantes pour l'Europe. C'est la rupture violente de la coalition allemande. Alors, qui a déclenché la rupture entre Scholz ou le parti libéral de Christian Lindner? C'est pas notre sujet. Le fait est que cette coalition n'existe plus, qu'il y en aura sans doute une autre. Alors, espérons le plus vite possible. Moi, c'est un peu ma réflexion. Quand même une manière de sortir de la crise, potentiellement de cette crise allemande et de cette paralysie mortifère qui entoure l'Allemagne et l'Europe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? Enfin, ça arrive peut-être un peu plus vite que ce qu'on imaginait. C'est concomitant avec l'élection de Donald Trump, qui a peut-être été la dernière goutte qui a fait déborder le vase de la coalition allemande. Qu'est-ce que ça implique pour les marchés globaux et pour l'investisseur d'avoir une Allemagne qui votera un peu plus vite que prévu en 2025? C'est vrai qu'il faudrait qu'en Europe, les choses évoluent, puisque par rapport au schéma qu'on a décrit d'une rivalité américano-chinoise où chacun met de l'argent sur la table pour essayer, sur les secteurs clés, d'avoir un leadership, on a une Europe paralysée pour 3 raisons. La France est dans une situation politique complexe, l'Allemagne aussi, et la Commission européenne n'a pas non plus accueilli avec beaucoup d'enthousiasme le rapport de Mario Draghi qui, lui, militait pour que l'Europe, d'un certain point de vue, adopte des politiques budgétaires plus expansionnistes, afin effectivement de tenter de reconquérir une souveraineté sur tous les sujets. Donc, mais il y a une vraie paralysie européenne, puisque les 2 principaux pays moteurs de la construction européenne sont eux-mêmes dans des difficultés politiques sérieuses. Et la construction européenne s'est faite sur un logiciel d'ouverture au monde. C'est la mondialisation heureuse qui avait été théorisée dans les années 90, et on voit bien qu'il y a une difficulté à faire évoluer ce logiciel vers un monde plus protectionniste, avec des approches de souveraineté économique et militaire. Donc c'est difficile de changer de philosophie comme ça quand on s'est construit sur une identité. En 4-5 ans évoluer, c'est difficile. Il y a une inflexion qui a été engagée quand même par l'Union européenne et la Commission, mais lentement, et c'est vrai que la paralysie des franco-allemandes n'aide pas. Donc, si en Allemagne, on pouvait avoir, à l'issue des prochaines élections, une coalition qui soit notamment qui permette de débloquer la fameuse règle d'or, qui est le gros problème en Allemagne, puisqu'ils ont, d'un point de vue constitutionnel, ils ne peuvent pas procéder à du déficit. Or, c'est bien le pays dans la zone euro où il faudrait faire ce que Trump fait aux États-Unis, puisque l'Allemagne a des finances à ce stade plutôt saines, un endettement limité. Trop saine peut-être et trop saine, effectivement, puisque de la vie générale, les infrastructures ne sont pas à la hauteur de ce que l'Allemagne devrait avoir. Donc il y a quand même un consensus, y compris au sein des élites économiques allemandes, sur l'idée qu'il faut passer à autre chose, débloquer. Et jusqu'à présent, effectivement, c'était notamment les libéraux qui bloquaient, qui restaient, eux, sur un modèle très orthodoxe. Ça a été très clair dans le dialogue à fleur et moucheté qu'on a eu entre Scholz et Lindner le soir de l'explosion de la coalition. C'est très clair. C'est la question de la règle d'or du frein de l'endettement qui a terminé de faire exploser cette coalition. Avec l'arrêt de la Cour de Karlsruhe, etc. Enfin, les fonds spéciaux, tout ça a été visiblement le catalyseur de ce divorce violent. Et donc ce sera l'enjeu de la prochaine élection. Et c'est un enjeu qui va bien au-delà de l'Allemagne, c'est un enjeu européen, puisqu'en fait la France n'est pas du tout en position de militer de donner pour une relance industrielle, puisqu'on est dans une situation financière délicate que
historiquement, toutes nos relances se sont rarement traduites par des gains de productivité. Donc on a malheureusement une culture de la relance sans gain de productivité. Ouais. Donc on a difficilement donné des leçons à ce qu'est une bonne relance. Et donc je ne vois que l'Allemagne, qui fort de ses finances publiques saines, peut dire moi j'y vais. Voilà, moi j'y vais, et à partir de là, débloquer la situation au niveau de la Commission européenne et peut-être ensuite réouvrir les vannes en France sur des projets extrêmement ciblés. Et ça, c'est un espoir aujourd'hui. C'est un espoir, c'est pas une stratégie. C'est un espoir parce que la règle d'or, elle est loin d'être abrogée en Allemagne. Il faut les 2/3 du Parlement. Il faut une élection qui aboutisse à une coalition qui puisse s'entendre sur ce sujet-là, ce qui serait, c'est quand même un tabou en Allemagne de faire sauter ça. Donc et il faut 2/3 du vote au Parlement. Le chemin est très long, mais en tout cas, ça doit passer par là pour que l'Europe rentre dans l'histoire, à nouveau. Voilà. Bon, j'ai voulu y voir une bonne nouvelle cette semaine. Non, mais... Alors, est-ce que je le vois un peu trop vite, un peu trop tôt, Olivier? Malheureusement, je pense que vous le voyez un peu trop vite, un peu trop tôt, comme une bonne nouvelle, puisque... Quand on essaye de prendre un peu de recul, par rapport à ce qui a été dit là, sur le rapport Draghi, je me souviens du rapport des 5 présidents qui date de 2015. Oui, 2015, j'ai revérifié, on en avait parlé déjà la dernière fois, 2015. Donc on parlait dans ce rapport d'une union bancaire, d'une union des marchés de capitaux, d'une union, je crois, budgétaire. Et maintenant, je pense qu'on va refaire 5 rapports. On a fait le rapport Noyer, le rapport L'État, le rapport Draghi. On va avoir un rapport pour chacun des 5 présidents. 9 ans plus tard, on est en train de parler d'union des marchés de capitaux. On voit qu'il est difficile de fusionner une banque italienne et une banque allemande. Et on a un rapport Draghi nouveau qui vient d'être émis il y a de ça quelques semaines et qui a été directement mis de côté. Pour l'instant. On verra. Et que dire de la défense 2 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui là aussi a été quand même un levier de réflexion majeur, j'allais dire, pour l'autonomie européenne. Que dire d'un embryon ou d'une ébauche de défense européenne partagée, Donc il ne faudrait pas qu'on ait un nouveau rapport en 2033 ou 2034 qui n'aurait plus de place là, je crois, pour les rapports. Qui fasse les mêmes constats. Donc il faut que l'Europe accélère. La bonne nouvelle, c'est que historiquement, l'Europe accélère quand elle est sous pression. Ouais. Et il est probable que l'on ait une saine pression de notre grand frère américain au cours de ces prochains mois. Donc voyons quelle réponse on sera susceptible d'apporter à cette pression américaine. Ouais. Si on a envie d'être optimiste vis-à-vis de l'Europe, on peut trouver dans la pression de Trump quelque chose de constructif pour nous. Oui, potentiellement. Oui, potentiellement. Ok. Oui, finalement, vous voyez, vous faites un pas vers moi, Olivier, c'est gentil. Florian, sur la situation de l'Europe. Et puis, je veux bien qu'on revienne aussi au marché. Là, il nous reste quelques minutes. Ma question étant, est-ce que les Trumponomics et au moins l'entrée au pouvoir de Donald Trump, est-ce que ça va durablement casser les corrélations? C'est-à-dire que cette semaine, c'est plus 5, plus 8% même pour certains indices actions américains, c'est moins 1,5, moins 2 pour les actions européennes. Que le marché européen puisse baisser quand les États-Unis montent, je n'ai pas de problème avec ça. Mais dans cette amplitude et dans cette ampleur d'écartement, est-ce que c'est ce qui nous pend au nez, là, dans les prochains mois, en termes de tendance de marché? Oui. L'Europe, une seconde. Bien sûr. Plus qu'une seconde. Une seconde. Ah bon non, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est surtout une nécessité. Juste pour info, il se trouve que je regardais récemment quelques chiffres. En 1980, la zone euro, ça représentait à peu près 22-23% du PIB mondial. Aujourd'hui, on a tout doucement glissé vers 15%, alors que les États-Unis n'ont pas spécialement reculé dans cette équation-là. Donc il y a vraiment un déclassement de la zone euro dans son entièreté, alors qu'on a des pays qui ont été rajoutés. C'est-à-dire que la taille de la zone euro a reculé. De PIB mondial. Alors que le volume, alors que le volume de pays, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, et c'est une nécessité, disons, de politique économique aujourd'hui. Bref, un changement radical est nécessaire. Voilà, ça c'est l'exergue du rapport Draghi. On dit souvent que face à l'adversité, l'Europe est capable de se redresser. Je pense que c'est le moment ou jamais, en tout cas, et l'environnement, en tout cas, y est propice. Pour ce qui est de l'investissement, donc
nous, je vous raconte un petit peu comment est-ce que nous, Oui. on a repositionné nos portefeuilles progressivement. Au fur et à mesure du troisième trimestre, on a de plus en plus aimé la prime obligataire. On était très défensif pendant très longtemps vis-à-vis de la prime obligataire. On a beaucoup aimé les actions parce qu'on a beaucoup aimé cette idée d'une inflation que l'on va capter au travers des résultats des entreprises de façon globale. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rebalancer nos portefeuilles et à avoir une allocation assez neutre, en fait. Aujourd'hui, entre actions et obligations, il y a un engagement de marché, une exposition au marché elle-même assez neutre. Maintenant, si on regarde dans les détails de ce qu'on voit de nos allocations, les signaux de tendance sont extrêmement clairs. Vous avez des couloirs rouges un peu partout et vous avez un couloir vert qui représente les actifs américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les actifs nord-américains montrent des tendances fortes, positives, entraînantes. Et quand on s'écarte d'eux, que ce soit du côté obligataire, que ce soit du côté actions émergentes, actions européennes, matières premières, de partout, en dehors de l'or, partout, on voit justement ce trade America First, qui encore une fois, c'est pas une nouveauté en fait de l'administration Trump. C'est une amplification de l'administration Trump, pas plus que ça. Ça a été un accélérant dans une réaction globale. Et ça a un impact sur nos allocations, en tout cas sur nos stratégies où on a marginalement, mais néanmoins visiblement, augmenter nos allocations aux actifs américains. C'est une division mondiale qui peut perdurer, effectivement, qui peut devenir... C'est fort. Ouais, c'est fort, c'est puissant. Ah oui, là, pour qu'on le capte à ce point-là dans nos signaux, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, d'assez entraînant. Ouais. Mais il ne faut pas imaginer que ce soit une question d'actifs américains, encore une fois. Ce sont des actions américaines qui performent bien. Les obligations américaines, elles, ont eu un moment relativement bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez dit. À une ou deux journées près. Ouais. Florent, sur la logique d'allocation, d'investissement, alors dans un monde, encore une fois, où le leadership trumpiste va pouvoir s'exercer pleinement, en tout cas sur le papier, à partir de janvier 2025. C'est vrai que après avoir décrit le schéma qui se met en place entre les trois grandes puissances économiques, États-Unis, Chine et zone euro, assez naturellement, on a envie de privilégier les actions américaines. Tout concourt pour aller vers les actions américaines à court et moyen terme, puisqu'on l'a dit, plus de croissance. Donc, il y a une dynamique soutenue par l'investissement public et les baisses d'impôts qui va quand même porter les actions américaines. Et donc la valo des actions américaines n'est plus un sujet alors. Alors, on n'est pas obligé de s'intéresser qu'à la technologie, d'ailleurs. Nous, c'est le Russell le gagnant cette semaine. Voilà, nous on est plutôt sur des valeurs bancaires. D'accord. Ok. On regarde aussi toutes les entreprises qui détiennent des infrastructures, puisque dans le schéma économique plus interventionniste que j'ai décrit, les infrastructures au sens large, pas uniquement le transport, infrastructures technologiques auront leur rôle à jouer. Donc, banque, infrastructure, on peut avoir un positionnement aux États-Unis qui soit pas centré sur la technologie. Nous rassurer, il n'y a pas que Nvidia. Il n'y a pas que la technologie, exactement. Et au-delà de bénéficier de cette croissance, comme ça a été indiqué à l'instant, les actions, en tout cas si on les choisit bien, intègrent aussi la dynamique de l'inflation. Et donc on peut se prémunir contre une partie de l'inflation en ayant des actions. Donc c'est vrai que l'actif action US... nous semble, après cette accélération de l'histoire aux États-Unis, nous semble un peu incontournable et on est plus prudent à l'inverse sur les taux, puisqu'on a longuement développé la thématique inflationniste. Le marché a commencé d'intégrer ce scénario-là, donc il y a des points d'entrée un peu plus satisfaisants maintenant, mais il faut vraiment se poser la question quand on rentre sur des papiers longs. Si c'est cohérent avec le scénario d'inflation à 5-10 ans. Et là, la question est plus complexe que sur les actions, où on sent qu'on est à la fois protégé contre l'inflation, tout en mission de la croissance. Donc, vraiment, il faut le reconnaître, on aimerait pouvoir militer pour les actions européennes, mais là, le manque de gouvernance et de stratégie claire dans la zone euro nous pousse vers les actions américaines et c'est assez clair, il n'y a pas trop d'alternatives. Si on veut dire les choses simplement, de manière simple pour avoir un trait net. Grandes guidelines. Oui. Non, mais on est d'accord. Bon, vos réflexions sur l'investissement, et puis, on ne l'a pas dit, mais le crédit, je crois, a magnifiquement tenu aussi cette semaine.
Nous, pour notre part, on est positionné de la manière suivante, modérément surpondéré sur les actions, au sein desquelles on privilégie plutôt les actions américaines, modérément surpondéré sur les obligations et sur la partie obligataire, obligations d'État européennes et crédits. On n'anticipe pas de grands changements au cours de ces prochaines semaines. Je pense qu'on va surfer sur l'arrivée de Trump. Et puis on se posera de nouveau quelques questions, probablement autour de l'investiture. Ouais. On commencera à avoir des signaux un peu plus précis sur ce que va être effectivement la politique de Trump et la manière dont ça pourrait affecter le reste du monde. Mais pour l'instant, on va rester positionné de cette manière-là. Les émergents, dans un contexte Trump, c'est source d'inquiétude ? Visiblement, ça l'est. Visiblement, 1,4 trilliard de dollars, ça ne suffisait pas au marché aujourd'hui. Les actions chinoises ont fait une semaine positive quand même, si je ne dis pas de bêtises. Oui, dans l'ensemble, les émergents, on est quasiment à 0 sur la semaine, alors que les actions World sont à 3,5. Donc clairement, on a une dichotomie forte entre ces deux univers-là. Les émergents, c'est l'opposé. Les actions émergentes, c'est l'opposé des actions américaines, c'est-à-dire c'est cheap, c'est pas cher, je veux dire, et ça manque de tendance très clairement. Le positionnement de marché est très faible à ce sujet-là. On a eu quelques remontées au cours de ces dernières semaines. Dans l'ensemble d'aujourd'hui, le doute subsiste. Et d'après ce qu'on en comprend, il garde un petit peu de poudre dans le canon pour faire face justement à l'année 2025. On est à 2 points des 6000 points sur le S&P 500 au moment où on se parle, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Florian Yelpo, Lombard Odier, Florent Delorme, M&J Investments et Olivier Ringard, Neuflize OBC. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, nous permet de faire le point sur l'actualité de l'industrie ETF à travers l'Observatoire ETF de Yomoney et le directeur des investissements de Yomoney que nous retrouvons à mes côtés, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et de venir partager avec nous effectivement ces éléments d'analyse de l'industrie ETF à travers les flux de collecte, à travers les nouveaux produits également qui ont pu être émis au cours du mois passé. Vous êtes venu avec une petite étude également. Alors, il y en avait déjà une le mois dernier. Oui, là, il y en a... Oui, c'est bien, mais c'est toujours intéressant, les études. C'est toujours auprès des Français. Et là, plus spécifiquement sur la question de la retraite. C'est ça. On rentre, évidemment. Les Français sont inquiets pour leur retraite. Exactement. Donc, il y a une logique aussi avec le côté imposition, parce qu'on rentre dans la période du PER et dans la période où on cherche comment éviter de payer trop d'impôts. Et c'est vrai qu'avec le PER notamment, on peut sortir de ses revenus imposables et épargner pour sa retraite. Et donc on s'est dit, on va interroger les Français sur la retraite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour 84% des Français, l'espérance et l'allongement de l'espérance de vie pose un problème pour le financement de la retraite. Donc on voit qu'ils ont bien cerné, que ça y est, ça se diffuse complètement et que tout le monde en a conscience. Et plus de 56% des Français ne font pas confiance dans les systèmes actuels pour arriver à avoir une retraite convenable. Donc on voit bien que le problème est bien posé. Et 58% des Français craignent justement de ne pas avoir suffisamment de revenus ou d'épargne pour arriver à financer entre 20 et 30 ans de retraite, puisque grâce à l'allongement de l'espérance de vie, c'est effectivement ce qu'on peut espérer. Et il y a plus d'un Français sur deux, 51% pour être précis, qui en plus se considèrent comme étant pas aujourd'hui, s'étant pas vraiment occupés de leur retraite. Pas du tout, hein, parce qu'en fait, je me disais, est-ce qu'il y a 49% des Français qui pensent être bien préparés pour leur retraite ? 51 savent pas du tout. C'est ça. Ils sont en retard, il faut qu'ils s'en occupent. Voilà. Et donc, on a trouvé ça intéressant, parce qu'on voit bien quand même que là, pour le coup, maintenant, les Français se rendent compte effectivement qu'il va y avoir potentiellement un problème et qu'il faut s'en occuper personnellement. Et il y en a toujours un Français sur deux qui s'y est pas vraiment mis. Et donc voilà, effectivement, le PER est un des moyens, et c'est pas le seul, mais un des moyens. J'appelle ça la retraite par capitalisation qui dit pas son nom, quoi. C'est un peu le. Ça, et ça vient en complément, et ça vient rajouter. Et c'est aussi un moyen de diversifier ses sources de revenus pour quand on sera en retraite. Et le PER accepte les ETF. Exactement, et donc on peut faire des PER uniquement en ETF aussi. Donc votre serviteur est bien placé pour le savoir. On va mettre l'exemple. Mais voilà. Bon, justement, parlons des ETF et de ce mois d'octobre dont vous faites le bilan avec nous aujourd'hui, qui a été
le meilleur mois de l'année pour l'instant, c'est ça en termes de collecte, Olivier? C'est ça, on est à 27,7 milliards d'euros de collecte globalement sur l'ETF et on est, donc le mois dernier, on n'avait pas exactement dépassé encore la collecte sur tout 2023 et ça y est, donc 190 milliards d'euros environ de collecte depuis le début de l'année, à ramener à 167 milliards en 2023. Et donc voilà, le meilleur mois de cette année était 27,5, donc on a dépassé, effectivement, c'était le mois de mai, meilleur mois de l'année, le mois d'octobre. Le mois d'octobre est toujours un bon mois, enfin souvent un bon mois, c'est un mois qui a tendance à être plutôt bon, mais là, on a battu le record de l'année, donc c'est une très très forte collecte. Bon, avec toujours une domination des actions, c'est ça, dans les flux de collecte. Tout à fait, 21,7 milliards de collecte sur les ETF. Là, il faut revenir à janvier 2022 pour avoir un mois aussi fort sur la collecte ETF actions. On avait eu 22 milliards, donc on est pratiquement au même niveau. Ouais. Donc c'est vraiment un très très bon mois de collecte sur les ETF actions globalement. Les ETF obligataires, donc pratiquement 4,3 milliards, donc sont en retrait même par rapport au mois dernier, mais continuent quand même à collecter. Et toutes les classes d'actifs collectent, les matières premières aussi, légèrement, 146 millions, c'est vraiment très faible. Si on fait un petit point juste sur les matières premières, je sais que l'or, toujours, est un sujet qui vous intéresse, Grégoire, l'or décollecte. Enfin, qui intéresse les marchés. Parce que c'est peut-être un des actifs stars de cette année 2024. Parce qu'il y a plus de 30% de performance depuis le début de l'année, et c'est vraiment pas du côté ETF. Là, on a encore décollecté au mois d'octobre environ 600 millions. L'argent, par contre, collecte un peu plus, 500 millions. Et on voit aussi des flux sur le pétrole. Je trouve ça intéressant parce que le pétrole, c'est très volatile en fonction notamment de la situation politique. Et le pétrole a légèrement collecté 270 millions. Donc, toutes les classes d'actifs sont positives sur le marché. Mais c'est pas l'industrie ETF qui expliquera l'envolée de 30% de l'once d'or cette année. Sur les actions, alors, mois d'octobre, il y avait quand même à partir de mi-octobre la montée en puissance des Trump Trades. Donc, on verra évidemment ce qui ressort du mois de novembre. Ce sera particulièrement intéressant de suivre l'observatoire ETF du mois de novembre. Mais dans la classe d'actifs actions, où sont allés les intérêts au mois d'octobre? Exactement comme le mois de septembre. Donc, alors, on a de toute façon une grande tendance sur les grosses capitalisations et les grosses capitalisations américaines. Ça, on le voit tout le temps. Mais ce qui était pas étonnant, mais ce qui revenait sur le mois de septembre, c'était un retour sur les grosses capitalisations européennes, ce qui n'est pas pour nous déplaire, mais ce qui est vrai qu'il est un petit peu contre l'ambiance de marché global sur les actions européennes et sur l'émergent. Et ces deux donc actions européennes et émergents ont continué sur le mois d'octobre à fortement collecter globalement sur le marché des ETF. En termes de décollecte, c'est les grosses capitalisations japonaises surtout qu'on décollecté, et ensuite c'est vraiment du spécifique géographique, l'Allemagne, le Brésil, la Suède aussi sur l'indice OMX en particulier, et le secteur de la santé. Et les grandes capitalisations dans la croissance, aussi sur le secteur de la croissance, qu'on décollecté globalement sur les actions. Les intérêts du marché obligataire à travers les ETF, qu'est-ce qu'on peut en dire pour toujours les obligations monde plutôt couvertes, en change. Le souverain européen, y compris sur les maturités courtes, et l'investment grade européen. Et ce qui a plutôt décollecté, c'est le côté américain, le côté US, le souverain US. Et au niveau de l'Europe, c'est les entreprises européennes vraiment sur du court terme qu'on a décollecté. Mais il y a une méfiance un petit peu sur le côté obligataire US sur octobre, ce qui va un peu avec les Trump Trades dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'ai hâte de voir le bilan du mois de novembre. Effectivement, alors je repense aux actions. Le grand gagnant de la semaine des Trump Trades, c'est le Russell 2000. C'est les plus petites capitalisations, enfin pas les plus petites, mais les moins en dessous des large caps américaines. Oui, on parle de parfois plusieurs dizaines de milliards, bien sûr, pour les small caps américaines. Le facteur ESG, qui n'aura pas été un facteur brillantissime, on va dire, pour 2024. Non, donc ça revient un petit peu, mais en termes de collecte, mais par rapport à l'ensemble de la collecte du mois, ça fait que 13,5% des flux globalement, avec 17% uniquement en actions. Côté obligataire, c'est 44%, donc c'est plutôt mieux. Il faut avoir en tête qu'au niveau des actifs, c'est 21%, entre 21 et 22%. Donc on voit que côté action, on continue à perdre des parts de marché vraiment sur l'ESG. Côté obligataire, c'est 2 fois plus que les parts de marché. Donc ça se tient bien, mais globalement, ça reste vraiment très très timide en termes de collecte, vraiment spécifiquement sur l'ESG. Qu'est-ce qu'on peut dire alors, des émetteurs à travers, peut-être en général, et puis effectivement le focus sur le prisme ESG pour les émetteurs. Est-ce que c'est positif ou est-ce que ça l'est pas forcément? Alors en fait, si on regarde le général, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que BlackRock est encore leader, suivi par DWS et Amundi. Donc on sait, surtout sur cette année, globalement Deutsche Bank et DWS fait légèrement mieux qu'Amundi, alors qu'en termes de part de marché, c'est Amundi qui est deuxième en termes de volume. Mais ça, on a à peu près
c'est à peu près la photo qui est à peu près toujours identique. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde les flux ESG, parce que là, ça bouge plus d'un mois sur l'autre. D'accord. Et sur le mois de novembre, c'est UBS qui a été premier sur le mois et qui a fait un très bon point de collecte vraiment sur le ESG. Donc c'est les premiers sur le mois de novembre. Ils sont 14e sur toute l'année. Donc on voit à quel point ça peut être volatile. La valeur sûre, j'ai envie de dire, sur la collecte ESG, c'est toujours JP Morgan, là, qui arrive deuxième et qui est premier depuis le début de l'année. Et suivi ensuite par Amundi, DWS et BNP. On sait que BNP, en termes d'ETF, notamment en France, se spécialise vraiment sur tout le côté ISR. Ouais. Et ils sont du coup plutôt bien. Mais c'est un facteur vendeur. Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand on regarde émetteur par émetteur, ce qu'on voit, c'est que les émetteurs qui décollectent, en fait, le volume de décollecte est relativement faible. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où il n'y a plus vraiment de rachat, ou en tout cas beaucoup moins de rachats qu'on a pu connaître sur le ESG. Il n'y a pas vraiment de retour ou de gros retour en termes de volume. On l'a vu, 17%, c'est relativement faible. Ouais. Mais néanmoins, on a l'impression, alors, un point ne fait pas une tendance, mais on a l'impression qu'on est arrivé peut-être au bout du bout en termes de plancher. Exactement, plancher. Et donc, on verra si ça revient, mais c'est plutôt... Voilà, derrière le chiffre qui est relativement faible, on voit quand même peut-être une inversion de tendance, une flexion sur le ESG. Bon, un mois qui a été très dynamique sur le plan du lancement des nouveaux produits. Hein. C'est ça aussi Oui, on a lancé. Alors déjà, le mois d'août était relativement faible. Septembre était revenu avec une vingtaine de lancements de nouveaux produits. Là, on a 30 ETF lancés. Donc, c'est un mois très dynamique. 22 actions, 8 obligataires. Donc, là aussi 13 actions. Moi, j'aime bien regarder aussi le lancement sur le ESG, parce qu'on sait que même quand les volumes ont baissé, les émetteurs ont continué à lancer. Donc, ce mois-ci, 7. Donc, c'est plutôt une moyenne basse, mais on continue à lancer des ETF ESG, prenant en compte des composantes extra-financières. Donc, les émetteurs continuent de penser qu'il y aura un intérêt sur du long terme. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que sur les ETF actions, donc sur les 22 ETF actions, 8 sont spécifiquement thématiques. Et donc, on voit aussi que cette vague a cet intérêt thématique. Intersection ETF thématique, ça marche très bien, ça. Exactement. Si on veut regarder un petit peu sur des émetteurs particuliers, on parlait thématique. Invesco a lancé 3 thématiques relativement à la mode. Ils ont lancé une thématique, donc IA, donc intelligence artificielle, cybersécurité et la défense, avec une spécialisation sur les entreprises innovantes en termes d'armement. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le contexte actuel, c'est Franklin Templeton qui a sorti 2 ETF émergents. Donc ça, c'est relativement classique. Un ETF classique et avec un indice classique et un hors Chine. Donc on sait que quelques émetteurs commencent de plus en plus à proposer d'investir sur les émergents hors Chine, dans le cas spécifiquement chinois. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Et puis Fidelity a sorti 2 ETF obligataires high yield qui sont en lien avec les accords de Paris et donc qui prennent en compte justement le côté ESG extra-financier. Donc ça, c'est plutôt... Comment est-ce que vous avez pu piloter les différents profils d'épargnants là, que vous gérez, que vous supervisez chez Yomoni au cours de ce mois d'octobre et puis jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, Olivier? Donc septembre, on avait été plutôt défensif. Octobre, on était revenu à la neutralité. On avait du coup pris 2 paris sur globalement le Japon, un petit pari sur le Japon et sur les actions émergentes, en se disant c'est un moyen aussi de jouer la Chine, et on pense qu'effectivement ils vont relancer un peu plus et qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Pour l'instant, on est un petit peu déçus sur ce côté-là. Et on espérait que cette semaine, il y ait plus de décisions, notamment avec la réunion de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Vraiment une grosse annonce. On est toujours positionné un peu sur le secteur de la santé pour venir aussi protéger les portefeuilles au cas où. Donc ça, c'est un pari qui n'est pas gagnant, parce qu'effectivement, c'est toujours très, très risqué. On n'a pas changé avant les élections américaines. Donc on est toujours aussi surpondéré US avec le côté equally weighted. Oui, c'est ça. Marché avec Trump. On se diversifie quand même au sein des actions US. On limite le niveau de concentration. Quand même. Exactement. On commence, parce qu'on avait vu quand même au mois d'août que la dynamique changeait un petit peu et que le marché commençait à se dire ça va être intéressant, mais on paye quand même très très cher en termes d'investissement. Donc à quel moment on va avoir vraiment un retour sur ces investissements-là? Et donc ça a bien marché effectivement avec Trump, puisque vous le disiez, les petites capitalisations. Enfin, évidemment, le programme de Trump, banques, les small caps, c'est ça qui a payé le plus. S'il baisse vraiment toutes les taxes, et là, il a l'air d'avoir complètement les mains libres pour pouvoir le faire. On sait que c'est les petites et moyennes entreprises qui vont plus le bénéficier. En tout cas, c'est ce qu'avait montré l'histoire. Et notamment, on avait mis un peu de Russell 2000 dans notre PEA. Et ça, c'est plutôt bon. C'était plutôt bien vu. Donc voilà, on est resté on ne s'est pas inquiété avant les élections, on est resté exposé de cette manière-là, donc on traverse de manière relativement résiliente. Et on surveille, moi ce que je surveille beaucoup, ce qui m'a surpris, c'est sur les taux. Les taux US, le taux 10 ans a monté fortement suite à Trump, et ce qui m'a surpris, c'est que le CMS 10 ans, lui, par contre, a baissé légèrement. Et donc alors ça revient un peu, les taux rebaissent un petit peu, le taux long rebaisse un peu, mais je suis ça avec attention, parce que je me demande si on ne commence pas à voir vraiment le côté, donc inflation côté US, et puis récession potentiellement de plus en plus importante côté Europe, avec
Un espoir Grand peut-être que les écart. banques centrales Réagissent. fassent ce grand écart. Ah ouais, c'est ça. On sait que ça va être compliqué pour la BCE, mais Ouais. à mon avis, c'est Stabiliser le la point situation d'attention. américaine, c'est moins de baisse de taux pour la Fed. Stabiliser la situation européenne, c'est plus de baisse de taux pour la BCE. Exactement. Et donc un point d'attention, à mon avis, intéressant. On va voir Mm. comment le marché va continuer à évoluer. Merci beaucoup Olivier. Merci Olivier à toi. Malteste qui vient nous voir une fois par mois avec tous ces éléments d'analyse de l'industrie ETF et cet observatoire ETF réalisé par Yomoni. Le directeur des investissements de Yomoni est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.